Un métier où nous avons M. Nosradine Adam Youssouf, vous êtes ingénieur en énergie automatique. Vous allez parler de l'importance de consulter un professionnel pour les installations solaires et électriques. Bonjour. Bonjour Madji. Bienvenue. Hein. Bonjour, parfait. Ouais. Bonjour. Vous allez bien, M. C'est un grand honneur pour Nosradine? moi que je sois présent aujourd'hui devant vous à l'émission La Léco à la télévision nationale tchadienne. Je tiens d'abord à remercier la direction générale et les organisateurs de cette émission pour leur invitation. Je remercie également le staff technique qui n'a ménagé aucun effort pour que cette émission soit réussie tous les jours, surtout pendant cette période de fraîcheur où il fait très froid et on regarde les techniciens se dépêchent très tôt le matin, rien que pour la réussite de cette émission. Très sincèrement, je vous remercie beaucoup. Ah, ça nous va droit au cœur. Hein? Merci. Okay. Ça fait plaisir. Oui, ça va. Oui. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de l'importance de consulter les ingénieurs et les professionnels dans les installations solaires et électriques. Vous n'êtes pas sans le savoir que 70% des incendies causés par l'électricité sont dus à des installations non conformes aux réglementations ou aux normes de sécurité ou à des installations réalisées par des bricoleurs ou des techniciens du quartier. Une installation non conforme aux lois ou non conforme aux normes de sécurité en vigueur peut créer beaucoup de dégâts. Une mauvaise connexion dans une installation solaire peut causer des dégâts énormes d'ordre matériel ou même des pertes humaines. Une installation non calibrée ou bien moins calibrée, avec un mauvais calibrage, il peut perdre jusqu'à 30% de son rendement. D'où l'importance de consulter les ingénieurs et les professionnels dans ces domaines, dans ce genre d'installations. D'accord. Si vous consultez un ingénieur, vous allez être sûr que cette installation doit répondre aux normes de la sécurité et le rendement. Aujourd'hui, avec le développement des énergies renouvelables telles que les solaires, de nombreux foyers et des entreprises se sont engagés dans cette nouvelle source d'énergie. Mais est-ce que cette source d'énergie est utilisée d'une manière sécurisée et rentable? C'est là la vraie question. On va se poser ces questions-là. On va vous laisser entrer dans les méandres de votre domaine. Hein, mais dans cette rubrique métier, on fait d'une pierre deux coups. C'est de partager aussi votre parcours personnel. Hein, et après, on va parler concrètement du sujet en question pour mieux comprendre. Pour aussi avoir votre légitimité à vous exprimer sur cette question. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce qui vous a amené, selon le parcours qui vous a amené à vous spécialiser dans le domaine de l'énergie automatique? Très bien. D'abord, moi, je suis ingénieur en énergie, comme vous l'avez dit. Je suis ressortissant de l'Institut d'Abèche, on appelle INSTA. Et ce qui m'a motivé à opter ce domaine, c'est le problème de l'énergie qui est très clair à tous les Tchadiens. Donc, nous avons tous le problème de l'énergie. Donc, je me suis spécialisé dans ce domaine et j'ai travaillé dans de grandes entreprises et j'ai visité beaucoup de pays et j'ai remarqué que vraiment le problème d'énergie peut être résolu avec les solaires. C'est ce qui m'a motivé de me spécialiser dans ce domaine. Là, aujourd'hui, on voit même que la SNE, la Société nationale de l'électricité, se tourne un peu vers la solution solaire. Ça vous dit quoi, le fait qu'on voit le DG dire, bon, là, on a une centrale électrique photovoltaïque qui va offrir à la SNE telle capacité de l'énergie et que d'ici à quelques mois, le Tchad, sinon N'Djamena, aura beaucoup plus d'énergie à même revendre ailleurs. Exactement, c'est vraiment une bonne chose que la SNE entame la procédure pour entrer dans les énergies solaires. C'est pratiquement la vraie raison même. C'est vraiment une bonne chose qu'on entame les énergies renouvelables. Les solaires ont une potentialité très énorme. Nous avons un soleil de plomb. Le soleil, il y en a, et le soleil brille pour tout le monde, et l'énergie solaire est intarissable. Donc, si on se retourne vers les énergies solaires, je pense qu'on va résoudre notre problème d'électricité au Tchad. D'accord. Je vais revenir sur une question. Quel type d'installation solaire il faut avoir chez soi?
Parce que vous avez évoqué tantôt le cas des incendies. Oui. Vous avez parlé aussi des installations très mal faites. Oui. Mais comment il faut faire alors dans ce cas Voilà. pour éviter tous ces désagréments qui peuvent venir à tout moment? D'abord, pour éviter les incendies, Oui. il faut d'abord être consulté par un ingénieur ou un professionnel, disons un professionnel du domaine. Maintenant, ce professionnel va d'abord établir un bilan énergétique de votre concession avant de faire l'installation. Qu'est-ce que vous avez comme récepteur? Nombre de télévisions, nombre de climatiseurs et autres. Tous les récepteurs que vous allez utiliser chez vous, il faut faire un bilan énergétique. En fonction de ces bilans énergétiques, on peut déjà déterminer le nombre de panneaux et le nombre de batteries et la capacité à installer. Okay. Ça, c'est le travail d'un ingénieur. Il va faire le bilan énergétique et vous estimez la capacité à installer. D'accord. Après avoir estimé la capacité, il faut maintenant respecter la procédure de l'installation. Il y a des normes. Il y a des normes pour les bâtiments industriels et il y a des normes pour les bâtiments domestiques. Domestique, oui. Maintenant, il faut respecter cette norme-là. Cette norme-là dit qu'il faut respecter le nombre des éléments à utiliser pour la protection des personnes, pour la protection des équipements et pour la protection de l'installation même, pour éviter tout incendie. Donc, l'ingénieur va vous permettre d'avoir ce genre d'installations qui respectent aux normes. C'est ce genre d'installation-là qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher un bricoleur qui va juste joindre les plus et moins et puis ça s'allume et c'est tout. Non, la sécurité passe avant tout. Alors, vous avez parlé du solaire. Nous, on est un pays où on a une grande capacité, on va dire, en termes de soleil. Oui. Et aujourd'hui, de plus en plus, un peu partout dans les rues, on voit des revendeurs aussi de tout ce qu'on peut appeler appareils solaires. Oui. Est-ce qu'on peut partir avec tout ce qu'on voit sur le marché? Très sincèrement, ce qui se trouve dans le marché, on ne peut pas dire que tout est mauvais, mais très peu ont la bonne qualité. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier l'accessibilité. Il y a plusieurs foyers qui sont un peu pauvres et autres, ils ne peuvent pas vraiment avoir les moyens de se procurer des matériels de bonne qualité. Oui, bien sûr. C'est ce qui fait que le marché a tout. Tout à fait. On peut avoir ce qui est le moins cher et ce qui est cher. Mais pour la qualité, il faut toujours voir les prix. Si le prix est accessible à tout le monde, donc vous-même, vous savez déjà. Oui. Mais, vous pensez qu'on va s'en sortir avec les prix? Parce qu'il arrive par moment qu'on achète quelque chose de très cher, mais qui n'est forcément pas de bonne qualité. mais quelquefois, c'est la manière de l'utiliser aussi. Oui. Vous ne pouvez pas quand même acheter quelque chose et puis l'utiliser sans savoir lire son notice technique, sans avoir... Le mode d'utilisation aussi, c'est important. Vous pouvez acheter quelque chose d'origine, mais si vous ne savez pas comment l'utiliser, vous allez l'endommager en un jour. C'est ça le problème. Alors, cette énergie solaire, cette énergie photovoltaïque, souvent elle est appelée énergie propre. Oui. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de conséquences directes sur l'environnement, sur les humains, et ainsi de suite. Exactement. Tout de même, quand bien même cette installation est faite par un ingénieur qualifié, est-ce qu'on a des risques quand même derrière ces installations solaires? Les risques, on ne peut pas dire que le risque zéro n'existe pas. Dans toute installation, le risque zéro, dans la vie, n'existe pas. Mais avec l'ingénieur, on minimise au maximum possible les risques. Il y a des intempéries, on ne peut pas quand même dire qu'il n'y a pas de risque, mais si l'installation respecte la norme de sécurité, on peut dire déjà que le risque est zéro, théoriquement. Mais pratiquement, peut-être un équipement qui est mal conçu, il peut nous créer d'autres problèmes. Ça, c'est autre chose. Mais du point de vue technique, si c'est un ingénieur qualifié, il n'y aura pas de risque. S'il respecte vraiment la norme de sécurité. Quelles sont vos difficultés en tant qu'ingénieur en énergie automatique aujourd'hui sur le terrain? Qu'auriez-vous voulu que le gouvernement fasse? Parce que tout à l'heure, on parlait de la cherté de ces matériels de qualité. Donc, du coup, on n'est pas sûr de ce qui entre comme matériel solaire. Les difficultés pour les ingénieurs se trouvent au niveau de la population, pas au niveau...
pas beaucoup plus au niveau du gouvernement. La population n'a pas vraiment cette conscience d'aller vers les professionnels pour consulter et prendre les connaissances pour leur installation. Ils ont toujours l'habitude d'aller acheter avec les commerçants et les commerçants, pour vendre son produit, il dit non, ça, tu prends ça, ça va faire fonctionner la maison, tout. Et puis il vient, il t'impose à ton ingénieur, à toi qui es l'ingénieur, il dit que non, ça là, le commerçant m'a dit ça. Il ignore que c'est toi l'ingénieur. Au lieu qu'il vienne au début, que toi-même tu vas faire le bilan énergétique et lui proposer tel nombre de capacités, il faut acheter, après moi je vais venir installer. Lui, il commence par les commerçants. Et ça cause énormément de difficultés. Parce que lui, il va t'imposer quelque chose que lui, il en a déjà. Et il veut à ce que ça marche. Et ça ne va pas marcher. C'est ça les difficultés. Mais il y a cette difficulté-là aussi de pouvoir choisir le bon technicien qu'il faut. Il y a des techniciens, hein, Madi le disait tout à l'heure, qui sont autodidactes. Ils ont fait leur école dans le tas, mais qui sont très bons en fin de compte. Il y en a qui sont sortis des grandes écoles, mais dont la pratique, c'est tout autre chose. Donc, pour une entreprise, par exemple, qui veut confier une installation à un professionnel, comment, pour ne pas aller à la consultation des dossiers, ce qui est peut-être à l'antiphase de la réalité, comment trouver le bon professionnel, le bon ingénieur? Voilà, ce que vous dites là, c'est une réalité que beaucoup pensent que les techniciens du quartier que vous dites, autodidactes, ils maîtrisent la situation et autres. Beaucoup pensent comme ça, mais ce n'est pas vrai. Ah ouais? C'est vrai, un technicien qui a grandi dans le métier de l'électricité, il a fait 8 ans, 10 ans, il peut savoir comment allumer, comment faire branchement d'une lampe ou n'importe tout appareil électrique. Mais il ne saura pas exploiter la notice technique. Surtout que la technologie est en perpétuelle évolution. Chaque année, il y a de nouvelles choses. Maintenant, ces équipements électriques qui sortent nouvellement ont toujours leur mode d'utilisation qui est différent de ce qui a été hier. Donc, le technicien qui est autodidacte, comme que vous le dites, lui, il ne pourra pas vraiment s'adapter à cette évolution technologique. D'où l'importance de se tourner toujours vers les gens qui ont professionnels. Mais professionnels aussi, pas théoriciens seulement. Quand je dis professionnel et ingénieur, j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas celui-là qui a fini ses études l'année passée et autre, il dit que non, moi je suis ingénieur en électricité. Non, il faut avoir une expérience conséquente dans ces domaines pour s'exprimer vraiment en tant qu'ingénieur. D'accord. Voilà. Au cas de risque, vous avez dit que le zéro risque n'existe pas, ce qui est vrai, ça n'existe pas. Mais au cas où ça arrive, comment vous vous y prenez en général, vous qui installez? Normalement, comment vous arrivez à nous désinstaller ce risque-là? Voilà, c'est une très bonne question. Comme je disais tantôt, si on respecte la norme, on prend l'exemple, la norme NFC 1500, c'est une norme qui est établie pour que tous les électriciens qui font les installations dans les bâtiments domestiques ou publics doivent respecter ces normes. Dans cette norme, il est dit que pour avoir, par exemple, pour alimenter un récepteur, il faut choisir tel type de disjoncteur, tel type de fusible, tel type de sectionnaire. Maintenant, si tu as déjà tout respecté, supposons que par erreur technologique, il y a un disjoncteur qui prend feu. Donc, comme tu as déjà respecté la norme, c'est vrai, il y a eu un petit problème, mais le suivant va protéger déjà les équipements et l'installation et les personnes. D'accord. C'est pourquoi l'importance de respecter la norme. En amont. Oui, en amont et en aval. En amont et en aval. Il y a vraiment la protection est garantie. Primordiale. Et cette norme exige que la protection soit au maximum possible. Même si un appareil tombe en panne, tu ne seras pas vraiment pris par l'électricité ni l'installation. C'est de cela que je suis en train de parler. Ça veut dire qu'une bonne installation peut amortir le choc. Peut amortir le choc. Ou on peut même éviter. Bon, je ne sais pas si on peut éviter à 100%. Oui. Je prends un exemple. Limiter, c'est ça le mot. Limiter les dégâts. Prenons un exemple. Votre congélateur à la maison est
peut-être quelqu'un, par inadvertance, il a tiré avec beaucoup de force et le câble s'est détaché. Maintenant, il y a un câble qui traîne par inadvertance ou bien toi, tu n'es pas au courant, tu viens toucher, le courant va te prendre. Alors que si cette installation de votre bâtiment-là a été faite par un ingénieur, il va prévoir un disjoncteur différentiel. Ce disjoncteur différentiel, lui, son rôle, c'est de protéger les personnes contre les chocs électriques. S'il y a un câble qui traîne, directement le courant va circuler par la terre et retourner à la SNE, par exemple. Maintenant, même si tu touches, tu es protégé. C'est ça. Mais si c'est un bricoleur, autodidacte, il va juste choisir un disjoncteur. Un disjoncteur, oui, ouvre, ferme. C'est ça. Et ce disjoncteur, il ne connaît pas son rôle. Il y a plusieurs types de disjoncteurs. Alors vous êtes un peu comme le médecin qui peut donner d'anticorps en même temps pour que le corps se défende lui-même. On comprend aisément, mais pour les consommateurs, vous savez que c'est nous tous là, les personnes lambda, qui n'avons aucun aperçu, aucune connaissance, comme vous, qui êtes du domaine. Du coup, beaucoup de consommateurs, vous parliez tout à l'heure des charges de consommation. Ça veut dire tout ce qu'on utilise comme matériel, comme machine. Et aujourd'hui, il y en a tellement parce qu'on veut la facilité. Donc, on a la torche qu'il faut brancher, on a les lampes, on a la télé, on a les congélateurs, on a plein d'appareils. Ça fait que, de fois, on s'entoure de beaucoup plus que ce qu'on en a besoin. Quel conseil vous avez à donner, par exemple, à un foyer, à une famille, en termes de charge de consommation avant de consulter un ingénieur pour une éventuelle installation solaire? D'abord, sur ces points, il faut savoir identifier les priorités. Si tu connais les priorités, dans ta maison, par exemple, tu as la chambre et le salon. Tu ne peux pas quand même tout le temps allumer les ampoules dans la chambre, le salon, la cuisine et partout. C'est vrai, il y a l'électricité, mais il faut économie d'énergie. C'est ça. On parle d'économie d'énergie. C'est vrai, il faut qu'on apprenne cela. En faisant l'économie d'énergie, vous faites l'économie de votre argent. Parce que c'est des dépenses. L'énergie, c'est de l'argent. Donc, il faut vraiment savoir utiliser vos récepteurs d'une manière adéquate. Là où ce n'est pas nécessaire de l'utiliser, il ne faut pas l'utiliser, il faut éteindre. Ayez toujours cette habitude-là. Mais ce qui est nécessaire, il faut absolument payer le prix. Vous allez me dire que je vais faire fonctionner la télévision pendant 6 heures par jour, les congélateurs pendant 8 heures par jour, les ventilateurs pendant 12 heures par jour. Vous me dites ça, c'est en fonction de ça que je vais installer votre maison. Après, ne venez pas utiliser la télévision 24 sur 24 et dire que non, ça ne marche pas. C'est votre malhonnêteté qui vous a mis à ce niveau. Donc, je conseille à tous mes parents et amis, il faut vraiment ayer l'habitude de gérer bien vos récepteurs. Ne laissez pas... Et ça vaut aussi pour le solaire, parce que souvent, c'est parce qu'on pense payer la facture de la SNE, mais aussi pour sa propre installation ou solaire, photovoltaïque aussi, ça joue sur la durabilité de cette installation. Exactement. Exactement. L'énergie solaire, c'est quoi? C'est une énergie que vous avez stockée déjà dans la batterie. Si vous n'éteignez pas certaines lumières inutiles, il est en train de puiser. Donc, si vous utilisez longtemps, c'est sûr que ça va s'arrêter à minuit ou bien à 23 heures. Mais si vous éteignez certaines lumières et laissez ce qui est important, ça peut aller jusqu'à le petit matin. C'est ça. Bien gérer son électricité. Il faut bien gérer. Un conseil pour les chargeurs qu'on branche et qu'on oublie, même quand ça ne charge pas le téléphone. Ça, c'est un gros problème parce que j'ai lu quelque part que ça peut créer des incendies, des courts-circuits et tout ça. Les chargeurs de téléphone branchés, on laisse là, on vient, on met le téléphone, après on enlève, mais ça reste là, quoi. Surtout, tout appareil récepteur ou bien toute prise, si ce n'est pas utilisé, c'est vraiment dangereux de laisser à l'air libre comme ça. Il faut toujours avoir l'habitude d'enlever après l'utilisation. Il est même conseillé d'enlever le chargeur de la prise avant d'enlever du téléphone. D'accord. Vous comprenez ce que j'ai dit? Votre téléphone est branché sur le chargeur. Avant tout, il faut débrancher de la prise avant de débrancher de votre téléphone. D'accord. C'est le premier conseil que je fais
Je donne et il faut retenir une fois pour toutes. C'est très important. On fait l'inverse là. Oui. Nous, on fait l'inverse. On enlève d'abord le téléphone et après on vient, on débranche le chargeur. Rarement même d'ailleurs. Ouais, il faut enlever le chargeur et on enlève le téléphone. Puisque c'est un circuit électronique qui est dedans et il y a des condensateurs, des petites capacités qui emmagasinent un peu de la charge à l'intérieur et après il se décharge dans le téléphone. Si vous débranchez de la prise, le temps que vous revenez débrancher de votre téléphone, le petit courant restant là va se décharger dans votre téléphone et comme ça, le chargeur sera libre, vous allez mettre dans la maison. Mais si c'est après, il y aura un courant résiduel qui va rester aussi toujours dans votre chargeur et ça va créer des problèmes. On comprend pourquoi les chargeurs se gâtent très vite aussi. Parfois, c'est la qualité aussi. Oui, la qualité. Très intéressant. C'est intéressant en tout cas. J'espère que vous avez transmis ce virus aux jeunes qui nous regardent, qui aimeraient faire ce que vous faites parce que ça relève quand même de la vie en société. Il y a tellement de risques, d'incendies, de courts-circuits et tout ça. Si on a des ingénieurs comme vous, je pense qu'on aura évité beaucoup de casses. Parce que très souvent, les bilans sont très lourds. Oui. Chaque jour, surtout dans les marchés, même domestiques, il y a assez quand même de Mais parce que les gens ont l'habitude de voir que les solaires, là, si vous voulez faire normalement, ça paraît un peu cher au départ. Alors que ce n'est pas le cas. Prenons par exemple un cas particulier, quelqu'un qui a chez lui 3 climatiseurs, un congélateur, 3 télévisions et une villa. Lui, il pense que le solaire est cher et il se penche vers l'énergie thermique, le groupe électrogène. Le groupe électrogène même coûte aux environs 6 millions. Maintenant, ces groupes électrogènes, pour faire fonctionner, il faut mettre du carburant. Si tu veux faire fonctionner 24 sur 24, il faut au minimum 15 000 par jour. Il faut dépenser 15 000. Dans les 30 jours, vous aurez 450 000, sans compter les frais de vidange. Les frais de vidange, si vous faites 3 fois par mois, 30 000, c'est 90 000. Plus les 450, c'est 540 000 par mois. Pourtant, une bonne installation solaire, pour une villa, on peut avoisiner combien? Pour une villa, là où je suis en train d'aller, voilà, pour ces mêmes charges-là, parce que c'est un exemple pratique que nous avons étudié, donc je vais vous faire le bilan comparatif. 6 millions, plus les frais journaliers qui s'élèvent à 540 000 par mois, fois 12 mois, ça donne 6 millions encore 480 000. 6 fois 6, c'est 12 millions, n'est-ce pas? Ça, c'est en une année. Maintenant, chaque année, il faut multiplier. Tandis que pour les solaires, au départ seulement, il faut dépenser aux environs 13 millions. 13 millions pour cette villa qui a 3 climatiseurs, congélateurs, 26 ventilateurs, 80 ampoules. C'est une villa, comme vous l'imaginez. Il faut dépenser avec des batteries lithium. Batterie lithium, c'est la batterie de haute gamme. Oui, c'est la haute gamme qui ont une garantie de 5 ans. D'accord. Donc, dans 5 ans, avec les groupes électrogènes, il va dépenser 38 millions. Alors qu'avec les solaires, c'est juste 13 millions au départ. 13 millions au départ et c'est tout. C'est garanti pour 5 ans. Si vous avez de la chance, ça peut aller même 10 ans. C'est ça que les gens ne comprennent pas. D'accord. Avec cette comparaison, tout de suite, ça saute à l'œil que le choix est clair. C'est plus intéressant. Il faut maximiser au début pour aller partir avec le solaire. Monsieur Nousradine Adam, merci d'être passé sur ce plateau. On vous remercie aussi pour vos explications. Merci également. On grandit quand on apprend des choses comme ça. Tout à fait. Voilà. Merci pour votre sécurité. Okay.